Mes chers compatriotes de Nouvelle-Calédonie, et si vous me le permettez, mes chers amis, messieurs les présidents, mesdames les ministres, messieurs les élus, mesdames les élus, je veux vous dire ma profonde émotion de prendre la parole devant vous, qui êtes venus si nombreux ici, dans cette nouvelle salle de Païta, de l'agglomération de Nouméa, et parfois de plus loin de la province nord ou de celle des îles. Sachez que votre présence me touche, que je sais que chacun d'entre vous a dû faire un effort, soit du fait de l'éloignement, soit du fait de ses convictions. Mais que c'est important, c'est que nous nous retrouvions ici pour parler. Vous me permettrez d'avoir une pensée amicale toute particulière pour nos compatriotes de Wallis et Futuna, que je sais nombreux en Nouvelle-Calédonie. Les liens entre vos deux territoires sont importants et la plupart des élus de Calédonie ont fait le déplacement il y a quelques semaines à Wallis pour le 50e anniversaire du statut de 1961 avec Marie-Luce Pinchard. Je ne peux qu'encourager vos deux territoires à faire vivre les accords de coopération qui ont été signés, parce que j'ai la conviction que c'est l'intérêt de chacun d'entre vous. Davantage de développement économique pour Wallis et Futuna, c'est moins de jeunes qui quittent leur terre natale pour essayer de trouver à Nouméa un travail qui ne leur est pas toujours offert. Je pense d'ailleurs qu'il faudra réfléchir dans les années qui viennent au rapprochement entre tous vos territoires, parce que les problématiques sont souvent les mêmes, les identités sont proches et chacun a besoin des autres. Ce que je dis vaut bien sûr aussi pour la Polynésie. Mes chers amis, la Nouvelle-Calédonie est une réussite. J'en suis heureux et j'en suis fier. Je suis fier de ce que vous avez réussi, de ce qu'ensemble nous avons réussi à construire. C'était si facile de détruire. Ça va si vite, la destruction et la violence. Ça prend tant de temps et tant d'efforts, la construction. Notre vieux pays qui s'est tant abîmé au sortir de la guerre dans les conflits coloniaux peut légitimement être fier du processus exemplaire, pacifique, collégial qu'il a su mettre en place avec les accords de Matignon ou d'Ino, puis ceux de Nouméa 10 ans plus tard. Ne vous trompez pas, et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais la Nouvelle-Calédonie et la France jouissent une considération internationale considérable à l'ONU et ailleurs pour la maturité de la solution consensuelle que nous avons inventée ensemble. Ce qui se passe ici, c'est une France qui tient ses promesses et une Nouvelle-Calédonie qui se montre à la hauteur de son destin. Au-delà des choix personnels de chacun quant à l'avenir des relations entre le territoire et la France, nous partageons des valeurs universelles que la France a proclamées et qu'elle défend avec ardeur et avec passion. Ces valeurs sont intangibles, ces valeurs sont non négociables, ces valeurs de partage, d'égalité, de liberté, de solidarité entre nous. Et par-delà vos origines, par-delà vos appartenances religieuses, et malgré l'éloignement de la métropole, ces valeurs nous rassemblent tous. Et je veux croire que ces valeurs qui nous rassemblent sont beaucoup plus fortes que ce qui nous différencie les uns des autres. La France, dans mon esprit, et je le dis en tant que président de la République, la France n'est pas un carcan qui oppresse, elle est la France.
un espace de liberté qui protège. Et chacun peut accepter cet espace. Et d'ailleurs, ce mot liberté, il va bien aux Calédoniens qui sont allés défendre avec les autres territoires français du Pacifique, au moment où notre pays vivait ses heures les plus sombres. Vous avez été défendre la liberté. La Première Guerre mondiale, les Calédoniens qui forment le bataillon d'étape des tirailleurs Kanaks, qui deviendra le bataillon mixte du Pacifique, lorsque les Polynésiens l'auront rejoint. Lors de la Seconde Guerre mondiale, j'en ai parlé, sous l'autorité du capitaine Broche, venus de toute la Calédonie, de toutes les communautés, de toutes les cultures, ces combattants de la liberté ont versé leur sang pour défendre cette liberté commune. Et lorsque l'essentiel a été en jeu, ils n'ont pas hésité une seconde. Et on ne leur a pas demandé à l'époque d'où venait leur sang. On leur a demandé de le verser, parce que l'essentiel était en jeu. Ils ont embarqué volontairement sur des bateaux, ils ont rejoint le front pour défendre une certaine idée de cette France que, pour la plupart, ils ne connaissaient que de Nouvelle-Calédonie. J'ai tenu à leur rendre hommage. Mais au sortir de la guerre, cette union sacrée de la population calédonienne persiste et les Calédoniens de toutes origines se regroupent sous la bannière de l'Union calédonienne, qui se choisit une belle devise. 2 couleurs, un seul peuple. 2 couleurs, un seul peuple. C'était la devise qui a été choisie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il s'est passé des choses. L'essor de la Nouvelle-Calédonie, l'explosion des besoins en nickel, ont fait renaître une société où progressivement l'incompréhension s'est développée à nouveau entre les communautés. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est à ce moment-là que ça s'est développé. Et d'un côté, les Mélanésiens ont eu le sentiment d'être marginalisés sur leur propre territoire, exclus des responsabilités politiques et économiques, submergés par une vague de nouveaux arrivants. Et de l'autre côté, la population d'origine européenne considérait qu'il était normal de vivre des fruits de leur travail, parce qu'ils ont travaillé dur sur cette terre que leurs parents n'avaient pas toujours choisie, mais qui pour beaucoup les avait vus naître. Et des 2 côtés, il y avait la même sincérité et le même sentiment qu'on était dans son bon droit. Et au début des années 80, ces 2 sociétés, oserais-je dire, ces 2 légitimités qui constituaient la Nouvelle-Calédonie, vont brutalement se heurter, s'opposer, parfois se haïr. Et de fait, il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de sang versé des 2 côtés. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour la même idée de la liberté. Des familles ont été endeuillées, de la peine, des déchirures, de la souffrance. Et nous ne devons pas oublier, c'était il y a seulement une petite génération. Et devant l'escalade de la violence, quelques visionnaires ont su s'élever au-dessus des préjugés de leur propre camp pour imposer la paix plutôt que de continuer une lutte sanglante qui était une impasse. Les leaders de ces 2 camps, Jean-Marie Djibaou pour les indépendantistes et Jacques Lafleur pour les loyalistes, se sont donné la main. Jean-Marie Djibaou, il laissera la vie avec Yewene. Nous devons à Jean-Marie Djibaou et à Jacques Lafleur la Calédonie que nous connaissons aujourd'hui. Les enfants nés après 1988, qui arrivent à l'âge adulte,
ont grandi grâce à eux dans un environnement apaisé. Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur avaient compris que l'avenir de la Calédonie ne passait pas par l'intransigeance. Mes chers amis, l'intransigeance conduit à une impasse. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne passe pas par l'affrontement. L'affrontement conduira à une impasse. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne passe pas par la mise en avant des différences. Ces différences doivent être respectées. Mais si nous ne parlons que d'elles, il ne restera rien. Car les différences des uns annihileront les différences des autres. L'avenir pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le dialogue, la recherche du consensus et, j'ose le mot une nouvelle fois, des concessions réciproques. Aujourd'hui, nous continuons à emprunter le chemin tracé par ces hommes. Leur héritage politique, ce sont les accords de Matignon-Oudinot, puis celui de Nouméa. Ces accords ont permis des avancées remarquables, de plus en plus de jeunes scolarisés, un nombre de cadres kanaks multiplié par 8 en 20 ans. Je ne dis pas ça pour dire c'est suffisant. Je ne dis pas ça par souci de mettre en avant un élément d'un bilan. Je dis cela pour que chacun comprenne qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une voie de sortie. C'est aussi la question du rééquilibrage des richesses et des emplois entre le Nord et le Sud, et le grand projet minier du Nord est une réalité. Mais depuis le temps qu'on en parlait, depuis le temps que vous en rêviez, depuis le temps que vous doutiez de la possibilité que ce projet vit le jour, aujourd'hui c'est une réalité. Et imaginez pour moi, comme président de la République, l'émotion d'être dans la province Nord, aux côtés du président de la province Nord, m'expliquant le projet minier, l'un des plus grands au monde, et rencontrant des cadres mélanésiens me disant la fierté qui était la leur d'avoir acquis ces compétences. Est-ce que vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru? Est-ce que vous vous rendez compte que tous vous êtes gagnants en ayant emprunté ce chemin, que personne n'y a rien perdu, y compris la France, qui a beaucoup à gagner à pouvoir ainsi visiter une usine sans demander à qui que ce soit de renoncer à ses compétences, donnant ainsi l'image d'un territoire apaisé? Alors chacun a une demande, la possibilité de vivre sur ce territoire en paix. C'est ça l'objectif, que chacun puisse vivre ici en paix. Un objectif immense. Et c'est pourquoi je n'ai pas accepté les événements de marée. Parce que le cancer de la violence peut ressurgir à chaque instant si on n'est pas vigilant. Je vous ai appelé à des compromis, je vous ai appelé à des concessions. Mais il y a un domaine où il n'y aura pas de compromis et pas de concession. C'est la lutte contre la violence. Aucun compromis, aucune concession. C'est la ligne rouge totale. Rien ne peut justifier ce qui s'est passé. Alors c'est conscient de cet héritage historique que j'ai tenu dès mon arrivée à la tête de l'État à relancer l'accord de Nouméa, ainsi que je l'avais promis pendant ma campagne électorale dans la lettre que je vous avais adressée. Aujourd'hui, les transferts de compétences ont retrouvé le rythme prévu par l'accord. Je crois pouvoir le dire. La France a tenu ses promesses et l'État a respecté sa parole. Et je sais bien en Nouvelle-Calédonie
ce que vaut la parole donnée. Et j'ai parfaitement conscience qu'ici, moins qu'ailleurs, on ne peut biaiser avec un engagement. Et je n'ai pas l'intention de biaiser. Je le dis à chacun ici, qu'il m'ait soutenu ou qu'il m'ait combattu, qu'il partage mes convictions ou qu'il les combatte. La parole qui sera donnée sera une parole honorée. Que les choses soient très claires entre nous. Alors, ce partage original des compétences entre la France et la Nouvelle-Calédonie se double depuis quelques mois d'un meilleur partage des responsabilités au niveau local. Et comprenez-moi bien, j'ai bien assez à faire avec la politique en métropole. Je n'ai pas à m'immiscer dans la politique ici. Mais je veux dire que l'arrivée pour la première fois dans l'histoire de ce territoire, l'accession d'un responsable politique kanak à la tête du Congrès, c'est quelque chose qui me semble aller dans le bon sens, celui de l'apaisement, celui du dialogue entre les communautés et celui du consensus qui est au cœur de l'accord. Vous pouvez en être fiers. Et vous avez tous à y gagner. Tous. Et puis, il y a évidemment, et je vais prendre mes responsabilités, la question des deux drapeaux, dont je sais qu'elle a été l'objet de débats nourris depuis le 8e comité des signataires de juin 2010. Je veux profiter de notre échange pour rappeler à la fois la position de l'État, mais aussi le raisonnement qui nous a conduits à prendre cette position. Vous savez, je pourrais parler que des sujets absolument consensuels, venir ici 3 jours, distribuer les bonnes paroles, la distribuer de telle manière, cette parole, que chacun y trouve ce qu'il veut y trouver. Et vous savez parfaitement que ce système n'aboutit qu'à l'échec et qu'il n'est pas respectueux. Je veux donc prendre mes responsabilités. L'accord de Nouméa prévoit la recherche en commun de signes identitaires, je cite, pour exprimer l'identité kanak et le futur partagé entre tous. Et parmi ces signes identitaires figure le drapeau. Lors du 8e comité des signataires, Pierre Frogier a proposé, avec courage, que soit levé immédiatement côte à côte le drapeau que se sont donnés les indépendantistes et le drapeau tricolore en signe de reconnaissance mutuelle des deux légitimités qui fondent la Nouvelle-Calédonie. On n'a peut-être pas mesuré complètement la révolution qu'il a fallu opérer dans les mentalités. Cette double reconnaissance manifeste le dépassement des oppositions radicales qui, depuis les années 60, structurent la vie politique calédonienne. Bloc contre bloc, légitimité contre légitimité. La radicalité, c'est la fin du territoire. Nulle part, la radicalité ne portera des promesses. Mais ici, encore moins. La proposition a été validée par le comité des signataires. Le Congrès s'est prononcé à une large majorité en faveur du double pavoisement. Et le Premier ministre est venu en personne, à ma demande, ici à Nouméa, hisser les deux drapeaux devant le Haut-Commissariat. Je voudrais que vous compreniez que j'ai longuement réfléchi avant d'accepter cette proposition et demander que ce geste fût fait. Et au fond, en conscience, je me suis décidé parce que je me suis dit, comment demander aux partenaires de l'État de faire un effort de compréhension et de remise en cause de leur certitude? Si l'État et le chef de l'État lui-même n'est pas capable de le faire. Comment demander aux autres de faire ce
que je ne serais pas capable moi-même d'assumer. Et ces deux drapeaux dans mon esprit, ils sont le prolongement naturel, visible, de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Et je voudrais vous dire que hier soir, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux du Pacifique, la délégation de Nouvelle-Calédonie, rassemblée derrière ce double drapeau, l'émotion du stade était palpable, à la fois parce qu'il s'agissait des premiers Jeux en Nouvelle-Calédonie depuis les événements, mais aussi parce que l'on sentait la Calédonie fière de son identité plurielle et réconciliée avec elle-même. Quelles que soient vos convictions, et je l'ai dit à un certain nombre d'entre vous, je les respecte, y compris celles qui sont différentes dans ma propre famille. Mais la Calédonie est-elle plus forte rassemblée derrière ces deux drapeaux ou avec un seul drapeau dans le stade et un autre dehors et la police pour éviter les affrontements? Ce n'est pas de cette Calédonie que je veux. Ce n'est pas d'elle. Alors ces deux drapeaux, parce qu'ils flottent ensemble, traduisent aussi le fait que la Calédonie est une terre de partage. Dans de nombreuses familles, des enfants, des petits-enfants ont tout à la fois du sang kanak, européen, métropolitain, polynésien, wallisien. Vos enfants vivent au plus profond de leur chair la réalité et la diversité de la société calédonienne. Ils l'incarnent dans leur gène. Vos enfants sont le visage réconcilié du futur de la Nouvelle-Calédonie. Alors que l'accord de Nouméa nous demande de poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, peut-être est-elle tout simplement en train de se construire naturellement sous nos yeux. D'ailleurs, à la question qui m'était posée sur une citoyenneté néo-calédonienne, j'ai donné mon accord pour que vous y travailliez de façon positive, pour savoir qu'est-ce qui vous rapproche, qu'est-ce que vous pouvez construire ensemble. On m'a dit, mais vous n'avez pas peur? Non. La République serait donc si fragile qu'elle ne pourrait supporter que des hommes de bonne volonté débattent d'une citoyenneté néo-calédonienne. J'ai tenu également à faire le geste coutumier pour la première fois en province sud, parce qu'il m'a semblé que reconnaître l'identité, la culture, la légitimité kanak, au même titre que l'identité, la culture, la légitimité européenne, cela veut dire reconnaître que ces deux cultures fondent l'identité calédonienne. Et que se priver de l'une, c'est un appauvrissement général. Alors ceci emporte deux conséquences dans mon esprit. La première, c'est que la culture kanak est une composante fondatrice de la culture calédonienne, qu'elle ne se limite pas à la province nord ou à la province des îles, qu'elle est légitime dans toute la Calédonie, donc aussi en province sud. Et la deuxième conséquence, c'est que la réciproque doit s'appliquer sans réserve, c'est-à-dire qu'un Calédonien d'origine européenne doit lui aussi pouvoir revendiquer sa contribution fondamentale à la culture calédonienne et se sentir reconnu en tant que tel en province nord ou dans les îles. Les deux. Et je le dis, les deux. Et on se donnera bien du mal pour trouver une déclaration de ma part depuis bien longtemps où je m'intéresse à la Nouvelle-Calédonie sur une quelconque idée folle de partition. Quand on est un petit territoire, si en plus on raisonne en termes de partition, alors on veut la mort du territoire, pas la grandeur du territoire. Et je veux vous dire que dans mon esprit, il ne peut pas y avoir une Calédonie de culture kanak au nord et dans les îles, et une Calédonie de culture européenne au sud. À mes yeux, vous formez un ensemble indivisible que rien ne devra séparer. Il y a tout cela dans les deux drapeaux. Alors,
Bien entendu, l'accord de Nouméa nous demande de rechercher en commun ce signe identitaire qui, aux côtés des 4 autres, servira de fondement à un futur partagé entre tous. Nous ne sommes pas déliés de cette exigence. Il vous appartient d'en rechercher les modalités, mais tant qu'aucune autre solution n'aurait été trouvée, les 2 drapeaux continueront à flotter ensemble en Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'a décidé le Congrès. Mes chers compatriotes, durant toutes ces années, nous avons grandi, nous avons mûri ensemble la Calédonie et la France. Nous avons appris à accepter nos différences, à comprendre ce qui nous rassemble. La République française a renoncé à imposer un modèle unique au territoire d'outre-mer. C'est quelque chose que je porte profondément en moi depuis bien longtemps. La République doit comprendre la diversité des Outre-mer. Et la diversité des Outre-mer ne remet pas en cause leur attachement à la nation. La diversité des Outre-mer, le respect de l'identité de chacun, le besoin d'égalité, c'est quelque chose qui est essentiel au rayonnement de la France. Je n'ai jamais participé de ce débat où les propos sont souvent méprisants sur le coût financier de l'outre-mer. C'est la France qui a besoin de l'outre-mer, au moins autant que l'outre-mer a besoin de la France. Et notre pays n'aurait pas vocation à l'universel sans ses outre-mer. Alors parce que nous sommes sûrs de nos valeurs et que nous avons compris la complexité de la société calédonienne, la France avance sereinement vers la consultation de 2014-2018. Et je ne veux évacuer ou éviter aucun sujet devant vous. Personne ne peut dire aujourd'hui ce qui sortira de ce processus. Le statu quo, l'évolution vers une plus large autonomie, l'indépendance avec une large association à la France, ou l'indépendance pure et simple. Ici, en Calédonie, chaque force politique a sa préférence. Vous connaissez la mienne. Tout le combat politique depuis les origines pousse chez moi à croire au maintien de la Calédonie dans la France. Mais ce choix-là, personne ne peut me le reprocher. Parce que c'est un choix qui vient du cœur. Parce qu'il repose sur une conviction qui est aussi l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie et des Calédoniens. Largement autonome dans la République, la Nouvelle-Calédonie prend aujourd'hui son destin en main. Toutes les composantes de sa société accèdent aux responsabilités politiques avec, je dois le dire, une très grande maturité. La France est attentive au destin de la Nouvelle-Calédonie, à ses spécificités, à son identité. La Nouvelle-Calédonie peut s'appuyer sur le rayonnement international de la France. Alors, ce que je veux que vous compreniez, c'est que si le moment venu, les partenaires de l'accord de Nouméa souhaitent faire évoluer cet accord et engager la Nouvelle-Calédonie dans des perspectives nouvelles, très nouvelles, au sein de la République, alors que les signataires de l'accord sachent bien qu'ils pourront compter sur mon appui déterminé. Le message est clair, justement parce que chacun connaît mes convictions intimes. Si vous voulez que l'accord de Nouméa évolue, l'État répondra présent. Alors, bien entendu, l'initiative éventuelle de cette solution ne saurait appartenir à l'État. Ce n'est pas l'État qui prendra l'initiative. Parce que cela voudrait dire que nous n'avons pas compris l'aspiration des Calédoniens à prendre en main leurs responsabilités. C'est bien le comité des signataires qui, dans une démarche consensuelle, qui serait souhaitée par les forces politiques calédoniennes, pourrait proposer une telle évolution dans des termes qui seront approuvés directement par les Calédoniens.
La préférence personnelle que j'ai toujours exprimée pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France ne m'empêche pas et ne m'empêchera pas d'assumer le rôle de chef de l'État, gardien, vigilant de l'application loyale de l'accord de Nouméa. Je dirais même que ma conviction personnelle m'oblige davantage à l'endroit de ceux qui n'ont pas les mêmes convictions pour qu'ils soient assurés que la parole ne sera pas trahie. Je serai donc arbitre vigilant. Il n'y a pas contradiction entre l'expression d'une conviction et assumer un devoir. Le devoir de l'État, c'est la loyauté. Et si les Calédoniens font un autre choix que celui de la France, naturellement, je le respecterai et je l'accompagnerai. C'est très important dans cette période sensible que vous allez connaître. Pas de malentendus, pas d'hypocrisie, pas de mensonge. Chacun dira ce qu'il croit devoir être de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, librement. Et nous vous accompagnerons en toute impartialité. Ma conviction, c'est que nous ne pouvons pas attendre passivement la date de 2014, qui ouvrira la période au cours de laquelle le Congrès pourra demander la consultation des Calédoniens sur le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité. Il faut vous y préparer. N'attendez pas 2014, comme on attend une peine. Et pour s'y préparer, les 3 groupes de travail de haut niveau qui se sont réunis avec vos élus, le premier sur la stratégie du territoire vis-à-vis du nickel, le second sur le bilan de la mise en œuvre de l'accord de Nouméa, et le troisième pour étudier un panorama de l'ensemble des solutions institutionnelles imaginées dans le monde par des territoires qui sont engagés dans un processus comparable à celui des Nouvelle-Calédonie. Ces 3 groupes sont importants pour l'avenir. Ils ne sont pas des chambres de négociation anticipées sur le chemin que prendra la Nouvelle-Calédonie entre 2014 et 2018, mais ils créent les conditions d'un choix éclairé des termes de la consultation directe des Calédoniens prévue par l'accord. Alors je respecte la sensibilité des uns et des autres, c'est mon rôle, mais ce que je voudrais, c'est que le choix des Calédoniens, quel qu'il soit un choix d'adhésion et non pas un choix par défaut, soit un choix de conviction et non pas un choix de posture. Avec Marie-Luce Pinchard, nous resterons aux côtés des autorités de la Nouvelle-Calédonie pour que ces transferts de compétences, que la qualité du service que les Calédoniens sont en droit d'attendre, soient assumés. Je veux vraiment que vous compreniez que c'est l'engagement de l'État. Alors ce choix essentiel que vous allez faire, il ne pourra l'être que si les hypothèses politiques qui vous seront soumises sont assises sur une réalité économique pertinente sur le long terme. Tout n'est pas dans la politique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à aborder longuement la question du nickel avec vos élus, puis en me rendant à l'usine du Nord. Le nickel, c'est le socle économique sur lequel reposera toute évolution politique que vous choisissiez, la France ou pas. Votre sous-sol abrite plus du quart des réserves mondiales de nickel. Avec le développement des besoins en matières premières dans les pays émergents, vous serez dans quelques années le 2e producteur mondial de nickel. Et vous allez voir beaucoup d'amis non désintéressés s'intéresser à vous. Et je demande à chacun d'y réfléchir, et notamment dans sa compréhension du rôle de la République française.
Et c'est la raison pour laquelle la France gardera de façon certaine le contrôle du capital d'Eramet aujourd'hui et demain. Vous ne serez pas seul. Et je sais que ce point est un point qui fait l'unité de la classe politique calédonienne. Les appétits sont trop nombreux et trop forts pour que la France ne reste pas présente comme il se doit. Nous en parlerons, nous en discuterons. Mais sachez que de notre point de vue, c'est clair. Et c'est un engagement d'État que je prends devant vous. Alors, naturellement, ce ne doit pas nous empêcher de parler des ressources en nickel de la Nouvelle-Calédonie, de ce qu'on doit en faire, de respecter les logiques industrielles des grands opérateurs comme SLN Eramet, Vale Inco, Xstrata. Nous avons besoin de leur expertise, mais nous serons à vos côtés pour essayer de trouver les bonnes réponses à des questions essentielles. Comment gérer au mieux cette ressource naturelle rare dans la durée et dans le respect de l'environnement? Quelle doit être la place des différents opérateurs industriels, et notamment celui de l'opérateur historique SLN et Eramet? Faut-il construire une usine nouvelle sur chaque gisement ou faut-il mutualiser les structures existantes? Et comment s'assurer que le maximum de valeur reste en Calédonie? Je ne suis pas venu avec des réponses toutes faites, mais je dis que travaillons ensemble pour apporter des réponses à ces questions. Et si vous avez besoin de l'expertise de l'État, l'État, encore une fois, sera à vos côtés. Car au final, les Calédoniens doivent profiter davantage de ces richesses. Alors, chacune de ces questions sera traitée par Anne Dutilleul. Nous allons proposer un schéma industriel minier. Sachez encore une fois que je veillerai sur la bonne exécution auprès de Marilus de ce dossier. En terminant, mes chers amis, j'espère que vous avez compris mon état d'esprit. Je lis parfois ici ou là l'expression de fantasme qui ferait de l'État un acteur zélé de la marche vers l'indépendance pour faire des économies budgétaires ou pour se replier sur les étroites frontières européennes. Je veux le dire avec beaucoup de calme, ceux qui pensent cela ne comprennent pas ce qu'est la France. La France, ce n'est pas une somme d'écriture comptable où chaque territoire serait évalué à l'aune de ce qu'il coûte ou de ce qu'il rapporte. La France, c'est une histoire. La France a une histoire de plus de 150 années en Nouvelle-Calédonie. Et cette histoire confère à la France des responsabilités ici. Cette histoire, nous devons la regarder de façon apaisée. Regarder en face la période de la colonisation, qui fut une période de négation de l'identité kanak. Dire cela, c'est regarder son histoire et aimer son pays. Il n'y a pas de pays qui construit l'avenir sans visiter l'histoire qui est la sienne. Il n'y a que les pays forts qui sont capables de faire cela. Les pays faibles, à identité incertaine, n'osent pas regarder leur histoire. Regarder notre histoire, c'est regarder en face les périodes de déportation sur la presqu'île de Nouville et celle de Ducos, ou encore sur l'île des Pins, qui furent organisées par des autorités françaises. Regarder notre histoire, c'est regarder la violence des années 80. Mais regarder notre histoire, c'est aussi avoir le courage de dire que pendant la colonisation, il y a des femmes et des hommes qui ont fait l'effort d'aller vers l'autre et de comprendre la culture des premiers habitants. Si le système était mauvais, à l'intérieur du système, il y a toujours eu des femmes et des hommes de bonne volonté.
et que c'est une injustice de les assimiler à un système qui est lui-même parfaitement condamnable. Regardez en face, c'est regarder la contribution des descendants européens au développement du territoire. Regardez en face, c'est regarder la formidable leçon de dialogue que vous donnez depuis 25 ans. Et c'est parce que nous avons su regarder toute notre histoire avec ses zones d'ombre et ses lumières que nous en avons fini avec les non-dits, avec les sujets tabous, et que nous pouvons enfin nous comprendre. Et au fond, je me disais hier soir en rentrant, c'est plutôt une bonne nouvelle que parfois la presse nationale se soit étonnée que je n'ai pas annulé mon déplacement ici. Ça prouve que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un problème, que c'est une solution, car si vous étiez toujours un problème, nul ne se serait étonné que je vienne, malgré la crise, malgré la Libye et malgré l'actualité internationale. Au fond, je vais repartir en métropole avec le sentiment que les Calédoniens se comprennent mieux entre eux. Et j'espère, avec le sentiment que je vous aurai donné, que l'État comprend mieux les Calédoniens. Bien sûr, le chemin qui nous reste à parcourir ensemble est immense. Et je pense notamment à ces jeunes qui, ici comme ailleurs, ont perdu des repères, n'ont pas de formation, n'ont même plus la culture de leur père, et qui sont un problème pour toutes les communautés. Bien sûr, il nous faut inventer un mode de développement économique qui profite à tous. On me l'a dit, j'en ai conscience. Sur un petit territoire, les inégalités sont encore plus criantes que sur un grand territoire. Je le mesure parfaitement. Bien sûr, il faut que les jeunes qui n'ont pas connu la violence partagent l'esprit de consensus et de dialogue. Qu'ils continuent à s'intéresser à la politique, aux affaires du territoire, et non pas simplement à la consommation et aux perspectives pour eux. Bien sûr, il nous faut trouver le moyen de faire participer tous les talents de Nouvelle-Calédonie au développement de son territoire. Bien sûr, il va nous falloir affirmer notre identité propre dans le Pacifique. Et j'appelais, il y a quelques instants, au rassemblement de Wallis, de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes un point commun dans ce Pacifique qui représente un tiers du territoire de la planète, et peut-être avec d'autres, travailler ensemble. Au fond, ce que nous avons fait en Europe, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le construire ici, dans le Pacifique, entre vous? Est-ce qu'il n'y aurait pas à construire, là aussi, une perspective pour mettre en commun nos universités, notre savoir-faire? En tout cas, dans ce Pacifique se joue un enjeu considérable. Mesdames et messieurs, mes chers amis, ensemble nous devons réaliser la belle promesse de l'accord de Nouméa. Je veux dire que dans cette affaire, ce n'est pas l'opposition ou la majorité, ce n'est pas la gauche ou la droite. D'où qu'ils viennent, les femmes et les hommes de bonne volonté sont les bienvenus. Je le dis devant Christian Blanc, je le dis devant Dominique Perben, Jean-Jacques de Peretti, Jean-Marie Bockel, qui m'ont accompagné ici. Je voudrais que vous compreniez qu'ici, vous pouvez donner une leçon à tous. Qu'ici, vous pouvez être un exemple pour tous. Pour tous. Je vous souhaite d'y réussir. Sachez que je serai personnellement et institutionnellement à vos côtés. Et c'est donc du fond du cœur que je veux dire
Ces trois choses qui sont tellement présentes dans mes convictions. Vive la République, vive la Nouvelle-Calédonie et vive la France.